Monsieur le Président, mes amis, au printemps prochain, ce quinquennat calamiteux va s'achever. Et le sort de notre pays reviendra entre les mains du peuple français. L'élection va se dérouler dans un climat de dépression politique et morale. Le pouvoir est en perdition, la société est à cran, la France est menacée sur son propre sol et l'Europe se fissure. Il y a là comme un parfum d'époque désaxée. Le rendez-vous de 2017 doit donc être abordé avec gravité. Les primaires constitueront notre premier test. Elles devront démontrer notre capacité à nous régénérer dans la démocratie et à rassembler au-delà de nos rangs. De nous, les Français attendent transparence et intégrité. Pour rétablir l'ordre et la confiance, l'exemple doit venir d'en haut. Ils attendent aussi des idées nouvelles et ils attendent des convictions affirmées parce que la France crève de ces synthèses molles qui ne résolvent rien. Notre compétition devra être franche, loyale, et une fois le verdict des primaires annoncé, pas une voix ne devra manquer au vainqueur. De nous, les Français attendent la vérité. La vérité, c'est que notre système est usé jusqu'à la corde. Pour abattre le chômage, pour éviter la faillite, il va falloir se retrousser les manches et il va surtout falloir réformer radicalement. J'en ai la conviction, en nous attaquant vraiment à nos handicaps, nous pouvons, c'est mon objectif, viser les 2% de croissance, revenir à l'équilibre de nos comptes publics, atteindre le plein emploi et d'ici 10 ans être la première puissance européenne. Pour cela, il n'y a ni baguette magique, ni sauveur suprême. Il faut un projet puissant, donnant à notre action un mandat impérieux et incontestable. Le contrat avec les électeurs doit être précis. Quelle réforme? Quand? Comment? Pour quel but? J'ai, sur ces sujets, fait mes propositions. J'ajoute qu'il est temps de revenir à une lecture ordonnée de nos institutions. Le président de la République ne doit être ni normal, ni la girouette de l'actualité quotidienne. Il doit tenir le cap du projet et il doit incarner la continuité française. Sous l'impulsion d'Éric Woerth, notre mouvement s'est doté d'une plateforme programmatique. Je salue cette démarche parce que toutes les contributions sont utiles dans la bataille des idées qui va s'engager. Maintenant, chacun puisera ou non son inspiration dans ce document. C'est la règle des primaires et c'est la règle de la Ve République qui confère au candidat qui va à la rencontre des Français le devoir d'être au-dessus des partis. Au cœur de ce qui nous rassemble, je discerne les défis qui nous attendent. L'emploi doit être notre priorité absolue. Nous devrons moderniser de fond en comble le marché du travail, avec 6 millions de chômeurs, et pire encore, avec 2 millions de jeunes Français qui ne sont ni à l'école, ni dans un emploi, ni dans une formation. 2 millions de jeunes Français qui sont dans la rue. 2 millions de jeunes Français dont l'avenir, pour l'immense majorité d'entre eux, c'est le RSA jusqu'à la fin de leurs jours. Eh bien, pour cela, nous devons faire la révolution du bon sens. Et si nous ne faisons pas cette révolution du bon sens, celle qui consiste à appliquer les mesures et les règles qui ont permis à toutes les autres grandes puissances occidentales d'atteindre le plein emploi, alors je vous le dis, un jour, la révolte sociale balayera tout.
Contre le chômage, nous avons essayé beaucoup de choses, sauf une, la valeur première de notre devise, la liberté. Au mot de liberté, François Hollande se dresse en défenseur de notre modèle social et il nous fait son sermon, moi ou le chaos. Mais Monsieur Hollande, le chaos, c'est vous. La Cour des comptes démasque ses mensonges. Toujours plus de dépenses publiques, toujours plus de dettes, et malgré tout, toujours peu de croissance, toujours plus de chômage et toujours moins d'autorité de l'État. Je n'écoute pas les fossoyeurs de la France et leurs intimidations qui ont pour but de ne rien changer. Au demeurant, je ne suis pas seul. Les agriculteurs, les médecins, les artisans, les auto-entrepreneurs, les jeunes qui rêvent de réussite, eux, ils n'ont pas peur de la liberté. Ils n'ont en réalité que rage pour ce conservatisme qui les englue. Nous ne sommes pas socialistes. Alors laissons souffler le vent de la liberté dans les voiles de la France. La liberté d'oser, la liberté de travailler, la liberté de négocier dans les entreprises, la liberté de se prononcer par référendum, la liberté de pouvoir grimper les échelons de la réussite sociale sans être taxé à chaque palier. En chaque être humain, il existe une force créatrice, une fierté. Alors, liberté à la liberté. Mais aussi, mes amis, unité nationale. Parce que nous ne représentons que 1% de la population mondiale. Alors, si nous ne sommes pas convaincus que notre rassemblement fait notre force, autant rendre les armes. Aujourd'hui, notre République est blessée. Elle l'est lorsque l'un des nôtres poignarde un couple de policiers au nom de je ne sais quel verset satanique. Elle l'est lorsqu'à Verdun, le silence de la mémoire est rompu par des organisateurs de kermesse. Et puis, est-on vraiment citoyen français lorsqu'on saccage un hôpital pour enfants malades? La question de l'unité nationale ne se réduit pas à celle de l'immigration parce que notre patrie est l'affaire de tous. Assez de contrition, assez de remords, assez d'égoïsme. La France doit être aimée et chacun doit se demander ce qu'il peut faire pour elle avant de se demander ce qu'elle fera pour lui. Nous devrons renforcer les piliers de notre République. L'État doit être commandé avec autorité et avec prestige, avec l'appui de ses fonctionnaires, qui doivent être respectés et performants. Cela exige le retour aux 39 heures, des perspectives de carrière plus motivantes et des moyens pour agir plutôt que pour financer des effectifs pléthoriques et rembourser les déficits qui vont avec. La sécurité doit être partout et pour tous, avec des forces de l'ordre modernisées et une justice ferme et rapide. Mes amis, notre retour aux affaires, ce sera la fin de l'ère Taubira. La famille, premier cercle de nos solidarités, devra être protégée. Nous la considérons comme une valeur, pas comme une variable budgétaire et encore moins comme le laboratoire de toutes les expériences sociétales. Nous avons combattu la loi Taubira. On ne peut pas maintenant dire ce que nous avons combattu au nom de la morale et au nom des valeurs essentielles, c'est très bien, on n'y changera rien. J'ai toujours dit qu'il fallait réécrire le droit de la filiation pour inscrire dans le Code civil un principe
un enfant est toujours né d'un père et d'une mère. Et puis il y a l'école, qui transmet les savoirs fondamentaux autour desquels nous devons concentrer les efforts plutôt que de multiplier les activités périphériques. L'école qui doit préparer à un métier avec une valorisation massive de l'alternance et avec la création d'une grande ensemble central d'éducation professionnelle qu'il faut soustraire à la gestion directe de l'éducation nationale pour le placer sous la gestion des régions et des branches professionnelles. L'école qui doit être l'école de la République. Et s'il faut des symboles pour le rappeler, alors instaurons l'uniforme scolaire. L'unité nationale commande une immigration strictement contrôlée, choisie par quota, obéissant au devoir pour les étrangers de se plier à une langue, à des mœurs et à 2000 ans d'histoire. C'est une question d'unité nationale, mais c'est aussi une question de courtoisie, parce que le dernier arrivé dans la demeure ne doit pas se croire maître chez les autres. La laïcité est notre digue contre l'obscurantisme. Je suis catholique et je défends la liberté religieuse. Et je n'accepterai jamais que l'État m'empêche d'exercer cette liberté religieuse. Mais la religion n'est pas un projet de société. Ce que la République a autrefois exigé de l'Église catholique, des protestants et des juifs, elle a le droit de l'exiger aujourd'hui du culte musulman. Son financement doit être transparent. Ces imams doivent être irréprochables et pour cela contrôlés. Les salafistes et les frères musulmans qui professent des valeurs qui sont contraires à l'essence même de la République doivent être interdits sur le territoire national. Les pouvoirs publics sont en droit de contrôler tout cela. Aux côtés de l'État, nos concitoyens musulmans doivent se soulever contre ceux qui instrumentalisent leur foi. Il faut faire le ménage. Quelles que soient nos croyances, nous sommes tous Français et c'est ensemble que nous pourrons vaincre. Si certains ne savent pas ce qu'est l'identité française, les terroristes, eux, le savent. La liberté, l'égalité des sexes, la fraternité entre tous, le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de rire, le droit de s'aimer, le droit de voter. Pour les fanatiques, c'est tout cela qui doit être mitraillé. Nous avons dans notre code civil et dans notre code pénal l'arsenal pour riposter. Avant de multiplier les lois, utilisons cet arsenal sans état d'âme, et notamment les dispositions qui permettent de priver de liberté ceux qui entretiennent une relation avec l'ennemi que nous combattons en Irak, en Syrie et au Sahel. À situation exceptionnelle, il faut une justice exceptionnelle. Il nous faudra beaucoup d'alliés pour éteindre l'incendie qui traverse le monde. Et parmi ces alliés, il y a la Russie, que l'on continue à sanctionner alors que c'est l'État islamique que nous devons terrasser ensemble. Plus nous attendons, plus les métastases du totalitarisme islamique s'étendent, plus les réfugiés prennent la mer et plus les chrétiens d'Orient sont décimés. Ces chrétiens du Levant, je les soutiens et je suis allé les voir à plusieurs reprises. Et j'y suis allé parce que si nous, Français, nous ne sommes pas à leur côté, alors personne ne prendra leur défense dans le monde.
Notre politique étrangère a multiplié les erreurs. Il est temps de lui imprimer une vision qui ne soit pas celle de Saint-Germain-des-Prés et pas nécessairement celle de Washington. Dans un monde chaotique, est-ce que l'Europe est notre bouclier et notre tremplin? Non. Le Brexit vient de lui asséner un coup qui peut être mortel si nous ne savons pas réagir. Je n'ai pas été surpris par ce vote de rejet. En 1992, Philippe Séguin en pressentait déjà les risques. Quand on oublie les nations, alors les nations se vengent. Pour autant, je refuse cette chasse à l'Europe qui agite tous ces démagogues qui préfèrent incriminer Bruxelles de tous nos maux plutôt que de les résoudre. Ceux qui cherchent des boucs émissaires, ceux qui se cherchent des excuses. Pour moi, la souveraineté ne rime pas avec la lâcheté. L'urgence, c'est de régler le cas britannique. Le divorce doit être serein, mais il doit être rapide. Les Anglais sortent, mais ne deviennent pas pour autant des adversaires. Ni complaisance, ni hostilité. Comme l'a fort bien dit Bruno Retailleau, il serait étrange que l'on demande des visas aux Britanniques et qu'on refuse d'en demander demain aux Turcs. L'élargissement a rendu caduc le rêve illusoire du fédéralisme et il a congestionné le fonctionnement communautaire des années 80. Il faut donc revoir les institutions européennes. Mais ne tirons pas de plan sur la comète. On ne joue pas avec l'avenir de notre continent à pile ou face. C'est la différence entre les hommes d'État et les démagogues. Margaret Thatcher n'avait pas de mots assez durs contre l'Europe, mais elle n'a jamais fait quitter son pays de l'Union européenne. Monsieur Cameron restera, qu'il le veuille ou non dans l'histoire, celui qui aura fait quitter la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et de la même façon, le général de Gaulle n'était pas tendre avec l'Europe. Mais c'est lui qui a fait entrer la France dans le marché commun. François Hollande n'a pas de mots assez forts pour parler de l'Europe et de la nécessité de la construire, mais il restera dans l'histoire celui qui a fait en sorte, par sa faiblesse, par son impuissance, que l'Europe connaisse la crise la plus grave depuis la création du marché commun. Dans l'immédiat, il faut recentrer l'Europe sur des priorités stratégiques et renvoyer tout le reste à la compétence des États. La première de ces priorités, c'est l'indépendance économique de l'Europe dans la mondialisation. Assez d'angélisme. Nous n'avons ni obligation de signer un traité transatlantique déséquilibré, ni à subir la domination économique asiatique. Notre indépendance est aussi mise à mal par la tutelle qu'imposent les États-Unis aux entreprises européennes, soumises à la législation intérieure américaine au seul prétexte qu'elles utilisent le dollar. La seule façon de résister à cette emprise, c'est de faire de l'euro une vraie monnaie internationale, une vraie monnaie de réserve et de règlement. Et pour cela, la zone euro doit se donner les moyens d'être l'une des plus performantes du monde. Il faut la doter d'un gouvernement économique, piloté par les chefs d'État et de gouvernement, d'un secrétaire général et d'un contrôle par les parlements nationaux. Il faut un calendrier d'harmonisation de la fiscalité des entreprises, il faut favoriser nos géants industriels et il faut apurer nos dettes. La seconde priorité, c'est la sécurité européenne. L'Europe est menacée de disparaître si elle n'est pas une Europe qui protège. Nous avons besoin d'un nouveau Schengen, avec un vrai corps de garde-frontières et de garde-côtes, avec une coopération sans faille entre les services de sécurité et, dans l'attente, la surveillance de nos propres frontières doit être retendue. Depuis la fin de la guerre froide, l'Europe de la défense n'a rien fait pour prendre son destin en main. Elle continue de s'en remettre aux États-Unis, or ce protectorat est devenu illusoire. Si l'Europe n'est pas capable de se défendre, alors mérite-t-elle vraiment d'exister? Dans le respect de la souveraineté des nations, nous devons constituer une alliance de défense européenne qui permette un juste partage des charges. Et je voudrais, puisque je cite la défense, rendre devant vous hommage
à ces soldats français qui, aux avant-postes de l'Europe, défendent les valeurs qui sont les nôtres. Ils les défendent au prix de leur vie, ils les défendent pour nous, mais ils les défendent aussi pour le peuple allemand et pour les autres peuples européens qui doivent participer à l'effort de sécurité du continent. Troisième priorité, je veux parler éducation et culture, parce que la crise actuelle, c'est celle de la conscience européenne. On a fait Erasmus, on a homogénéisé les diplômes universitaires, on a relié les laboratoires. Mais est-ce qu'on a fait assez pour développer ce sentiment d'appartenir à une civilisation singulière et brillante? La philosophie antique, l'esprit du christianisme, l'état de droit, le goût des arts et des sciences, l'égale dignité des êtres, la liberté de penser, de voter, c'est tout cela qui forge l'âme de l'Europe. Et c'est pour défendre ce patrimoine que nous sommes ensemble, pas pour harmoniser la taille des essuie-glaces. Mes amis, nous avons le devoir de nous poser la question, dans 10 ans, l'Union européenne existera-t-elle encore? L'Asie est en train de devenir l'épicentre économique du monde. L'ancienne domination occidentale est chaque jour disputée par des milliards d'habitants qui sont convaincus que le progrès est à portée de leurs mains. Nous ne savons même plus ce que signifie le mot progrès. Pire, le mot progrès nous angoisse. De l'autre côté de la Méditerranée, des foules de déshérités sont prêtes à tout tenter pour rejoindre nos côtes. Est-ce que nous allons finir comme un vaste hotspot débordé par la misère du monde et la pauvreté d'ici? Et puis nous voici menacés par ce totalitarisme islamique qui rêve d'arracher nos racines. Eh bien, face à tous ces défis, nous devons être sûrs de ce que nous sommes. Je suis fier d'être français et je me sens européen. Mais il ne suffit pas de dire vive l'Europe pour que l'Europe vive. Après les 2 grandes guerres, nous avons marché main dans la main, nous avons déposé des gerbes, nous avons multiplié les accolades. L'Europe a réussi à réconcilier les survivants. Il faut maintenant la réconcilier avec l'avenir. Le départ des Britanniques nous confère une nouvelle responsabilité. Jusqu'à présent, nous figurions parmi les 3 grandes nations de l'Union européenne. Dorénavant, la France est, avec l'Allemagne, l'autre puissance européenne. De notre courage, de notre rayonnement, dépend le sort de notre continent. Mais nous ne devons pas faire preuve de forfanterie. L'Europe, c'est un lieu de pouvoir. C'est un lieu où les nations fortes impriment leur rythme aux autres. Lorsque la France est faible, elle subit l'Europe. Lorsqu'elle est puissante, elle la conduit. François Hollande et sa politique ont dégradé la force d'entraînement de notre pays. Eh bien, le prochain président de la République aura la charge de prendre les choses en main. Le général de Gaulle disait « L'essentiel pour jouer un rôle au-delà de ses frontières, c'est d'exister par soi-même, chez soi. » Eh bien, pour moi, pour vous, mes compagnons, il est grand temps de redonner à la France le pouvoir d'être forte chez elle, afin d'être grande pour l'Europe.